Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En mai 1912, 31 jours après la tragédie du Titanic, sort le film Saved from the Titanic. En haut de l'affiche est écrit le nom de Dorothy Gibson, une jeune actrice d'à peine 23 ans qui a survécu à ce drame historique. En 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale, le malheureux destin de l'actrice lui réserve une dernière épreuve. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de Dorothy Gibson, qui a survécu à la tragédie du Titanic en avril 1912. Tout au long de sa vie, Dorothy va raconter, comme plusieurs autres rescapés, l'horreur de cette nuit d'avril. Dorothy, vous allez le voir, a vécu le naufrage du Titanic, mais a dû le revivre quelques jours plus tard seulement, quand à New York, on tourne le tout premier film sur la catastrophe. Comme si vivre deux fois le même événement, triste événement, n'était pas assez, l'actrice va connaître l'horreur des camps de concentration nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Épisode très chargé aujourd'hui, mais aussi très intéressant. J'espère vous faire découvrir le destin tragique et malheureux de Dorothy Gibson et on commence tout de suite. Dorothy Gibson naît le 17 mai 1889 au New Jersey. Elle va vivre une jeunesse tout à fait normale. Ses parents sont ni pauvres ni riches et veulent le meilleur pour leur fille. On se rend compte très vite que la jeune Dorothy est une enfant plus créative, plus imaginative que ses camarades. Elle aime le théâtre et n'hésite pas à se mettre en scène et à inventer ses propres petites histoires. Contrairement aux autres jeunes filles très imaginatives, les histoires de Dorothy se finissent majoritairement très mal. Elle aime le drame, comme un malheureux présage de ce qui lui arrivera plus tard. En 1906, à seulement 15 ans, elle commence à apparaître sur scène dans de petits rôles. Elle est une artiste complète, elle peut tout jouer. Elle aime particulièrement les drames, mais on la place aussi dans des comédies, même majoritairement dans des comédies. Grâce à son talent naturel sur scène et sa facilité à jouer tout type de rôle, les producteurs de théâtre adorent la jeune femme. Elle a aucune difficulté à se trouver des rôles, au contraire, elle doit même faire un certain tri. Dorothy est très jolie et charismatique. Elle attire le regard sur elle, ce qui fait qu'en 1909, 3 ans seulement après ses débuts au théâtre, elle a atteint une belle notoriété. En 1909, profitant de sa popularité grandissante, elle devient la muse de Harrison Fisher, l'un des artistes commerciaux les plus populaires de l'époque. Le visage de la jeune femme de 20 ans va apparaître sur différents produits comme des savons, des parfums, etc. Le beau visage de la future actrice apparaît en format géant partout à travers les États-Unis. En plus d'apparaître aux 4 coins de son pays, Dorothy voit son visage apparaître sur des cartes postales. Pas besoin de vous dire qu'avec autant de visibilité, les Américains s'attachent très rapidement à cette jeune modèle magnifique qui en plus fait du théâtre. 2 ans seulement après, en 1911, le cinéma, qui est encore à ses débuts, est très intéressé par Dorothy Gibson. Les studios Éclair lui proposent alors une série de rôles de figuration, puis un contrat de plusieurs années. En l'espace de quelques semaines, Dorothy devient une figurante reconnue et rapidement, on lui donne des premiers rôles dans des comédies qui deviendront, grâce à l'actrice, très populaires. En moins d'1 an, elle devient l'actrice la plus rentable des studios Éclair. Les producteurs l'adorent, les directeurs l'aiment à la folie et les critiques meurent d'impatience de revoir Dorothy Gibson dans un nouveau film. La presse reproche même au studio de pas donner assez de rôle à la jeune actrice. Elle devient un peu le nouveau phénomène du cinéma.
En mars 1912, après des derniers mois très chargés, Dorothy décide de prendre quelques semaines de repos et part en Europe avec sa mère. En Europe, la jeune starlette et sa mère visitent la France avant de se rendre en Italie pour y passer quelque temps. Au début du mois d'avril, Dorothy reçoit une lettre de son studio. On lui demande de revenir le plus vite possible aux États-Unis puisqu'on a pour elle des offres très intéressantes. On veut lancer une série de courts-métrages comiques mettant en vedette Dorothy Gibson. Dorothy et sa mère décident de rentrer un peu plus tôt que prévu dans leur pays. Elles se prennent 2 billets en première classe à bord du Titanic, une traversée inaugurale qui deviendra tristement célèbre. Iceberg! Dead ahead! Iceberg! Dead ahead, sir! There must be no panic. Be careful what you say to the passengers. Of course. How many people are there on board? 2,200 or more. And room in the boats for how many? 1,200. I don't think the Board of Trade Regulations visualized this situation. She's going to sink, Captain. Le 10 avril 1912, Dorothy Gibson, une jeune starlette du cinéma dont le visage est reconnu partout en Amérique, et sa mère embarquent à bord du Titanic à Cherbourg. Le Titanic est en 1912 le plus gros bateau jamais construit. Sa construction a coûté en 1912 presque 2 millions de dollars, ce qui équivaut à presque 200 millions de nos jours. À bord de cet immense paquebot, on compte plusieurs installations qui sont pas courantes à cette époque. Des installations comme un gymnase, un salon de thé plus que sophistiqué, une salle de bal, une salle de réception, un grand escalier qui deviendra célèbre, 3 restaurants dont un extrêmement dispendieux réservé uniquement aux passagers de première classe. Pour sa traversée inaugurale, le Titanic est à sa capacité maximale, ce qui veut dire plus de 3200 personnes, y compris les membres de l'équipage. Cette première traversée qui part de Southampton, direction New York, est très médiatisée. En plus de ses installations modernes et pratiquement jamais vues sur l'eau, le Titanic est l'un des bateaux les plus rapides jamais construits. Le capitaine Smith fait le pari de faire la traversée de l'Europe jusqu'en Amérique en moins de 7 jours, du jamais vu. Et il ajoute, « Ce bateau est insubmersible, même Dieu n'arriverait pas à le faire couler. » Un malheureux défi lancé. Le paquebot va faire quelques escales en Europe afin de prendre quelques passagers dont certains espèrent trouver une vie meilleure en Amérique. Le 10 avril 1912, c'est une foule incroyable qui s'est réunie à Southampton pour voir partir le Titanic. La même journée, en soirée à Cherbourg, des dizaines de passagers embarquent à bord, dont Dorothy Gibson et sa mère, direction l'Amérique. À bord du Titanic, Dorothy est une invitée de marque. Elle est une figure connue puisqu'on retrouve plusieurs Américains qui retournent chez eux. La jeune actrice est invitée à chaque repas à des tables différentes par des banquiers, des héritiers, des auteurs et tout un tas de personnalités de marque qui souhaitent connaître l'une des modèles et stars montantes les plus reconnues aux États-Unis. Selon quelques sources, le capitaine Smith lui fait visiter le paquebot lui-même. Tout un honneur. Le soir, Dorothy gagne les ponts réservés aux premières classes et participe à des soirées de bridge qui se terminent très très tard. Elle se fait rapidement des amis à bord de l'immense bateau. Le 14 avril, en soirée, après avoir mangé avec de nouveaux amis, Dorothy gagne la pièce réservée au jeu afin de participer justement à l'une de ses parties de bridge.
Pendant qu'à bord, les passagers de première classe discutent, rient, jouent à différents jeux et que les troisième classes, eux, dansent, crient de joie dans les caves du Titanic, les membres de l'équipage reçoivent des dizaines d'avertissements de glace. D'autres bateaux transmettent au Titanic qu'il y a plusieurs icebergs et petits glaciers qui circulent sur l'océan. L'un de ces bateaux a même failli heurter un grand iceberg, un incident qui aurait pu lui être fatal. Ces avertissements sont pris à la légère par l'équipage et le capitaine Smith. On fait même accélérer le bateau afin de faire la traversée encore plus rapidement. Vers 23h30, Dorothy, un peu fatiguée, regagne sa cabine où se trouve sa mère depuis déjà un bon moment. Alors qu'elles discutent, vers 23h40, Dorothy et sa mère sont secouées avant d'entendre un bruit sourd suivi de craquements très très forts, comme si le bateau avait heurté quelque chose. La mère de Dorothy est très inquiète. Dorothy, elle, la rassure rapidement avant de quitter la cabine direction les ponts afin de savoir ce qu'il s'est passé. Sur son chemin, elle croise différents amis et connaissances, eux aussi à la recherche d'explications. Qu'est-ce qui a fait trembler le navire? Quand Dorothy arrive sur le pont principal, elle voit plusieurs personnes regardant sur le côté du bateau. Elle remarque aussi quelques morceaux de glace sur le pont dont certains sont assez imposants. Des morceaux de glace que quelques passagers et matelots s'efforcent de rejeter à la mer. Dorothy se rend elle aussi près du bord du Titanic et remarque la coque grandement abîmée. En regardant derrière elle, elle aperçoit un grand iceberg s'éloigner. Sur les ponts, tout est encore très calme. Personne ne comprend que la situation va vite dégénérer et que la panique va prendre en otage le navire entier. En retournant vers sa cabine, Dorothy intercepte un membre de l'équipage et lui demande ce qu'il va arriver. Elle lui fait remarquer que la coque est très abîmée. Mais le matelot rassure l'actrice. Rien ne peut arriver au Titanic. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La jeune femme retourne alors à sa cabine. Tout de même un peu inquiète, elle demande à sa mère de s'habiller et l'invite à la suivre jusqu'au pont au cas où la situation venait à empirer. Dorothy enfile alors une robe blanche très simple. Par-dessus, elle ajoute un cardigan et un long manteau léger. Sur l'un des ponts, les deux femmes rencontrent de bonnes connaissances et discutent paisiblement. Mais Dorothy, en se retournant, aperçoit 3 membres de l'équipage qui discutent. Elle s'approche un peu d'eux et entend que le Titanic va couler. Il va falloir évacuer le navire. Au même moment, 2 amis de Dorothy arrivent vers elle et lui conseillent d'emmener sa mère l'autre côté du bateau où elles pourront embarquer à bord d'un canot de secours. Les 2 amis ont eu vent que l'évacuation du navire commencerait prochainement. Dorothy et sa mère disent au revoir à leurs amis avant de les inviter à les suivre, mais ils refusent. Dans le calme qui habite encore le bateau, Dorothy et sa mère se rendent au canot numéro 7, où elles embarquent à minuit 40, avec 26 autres personnes. 11 hommes de première classe montent à bord, l'ordre de faire évacuer femmes et enfants d'abord n'ayant pas encore été donné. Dans le canot, 65 personnes peuvent embarquer. Le canot de sauvetage numéro 7 n'est même pas rempli à la moitié de sa capacité. Le canot de Dorothy est le premier à être mis à l'eau. À ce moment-là, Dorothy affirme qu'il n'y avait aucune panique à bord. Les passagers regardaient avec curiosité les canots de sauvetage être préparés et croyaient que c'était par précaution. Une fois à l'eau, l'officier Murphy, l'officier en charge du canot numéro 7, affirme qu'ils remonteront bientôt à bord du Titanic. La collision avec l'iceberg est superficielle et le capitaine Smith a vu bon de faire un exercice d'évacuation. Mais plus les minutes avancent, plus Dorothy comprend qu'elle ne remontera pas à bord du Titanic. Rapidement, elle entend la panique, l'agitation et les pleurs monter. Soudainement, elle aperçoit le bateau entrer lentement dans l'océan. Le bateau va couler, c'est une certitude. Dans une entrevue donnée quelques semaines plus tard, Dorothy affirme, comme plusieurs autres rescapés, qu'elle n'oubliera jamais le bruit horrible des centaines de personnes se noyant dans l'océan. Elle n'oubliera pas non plus les pleurs des enfants, des hommes, des femmes, sachant que leur vie, leur destin s'arrêteront très prochainement. Les cris des femmes à la recherche de leur famille, les ultimes appels à l'aide. Jamais elle n'oubliera.
Dorothy explique la vision à la fois horrible et impressionnante de ce bateau immense qui se dresse presque à la verticale, plongeant dans l'eau avant de se briser en deux. Vision terrifiante, un bruit immense suivi d'un silence brisé uniquement par les cris des quelques personnes encore en vie dans l'eau glacée. À 2h20 du matin, le Titanic n'est plus qu'un souvenir alors qu'il disparaît dans l'océan. Tout est noir. Seuls les pleurs des quelques rescapés à bord des canots de sauvetage est entendu. La mince lueur des lanternes portées par les officiers éclaire la nuit. À 6h15, le matin du 15 avril, le canot numéro 7 gagne le Carpathia. Le Carpathia est le premier bateau à rebrousser chemin pour aller sauver le Titanic après avoir reçu leurs premiers appels à l'aide. C'est sur le Carpathia que la majorité des canots de sauvetage remplis au compte-gouttes sont secourus. Une fois arrivés à New York, c'est des centaines de journalistes qui attaquent les quelques rescapés. Dorothy accepte de parler à quelques journalistes, mais encore sous le choc, elle regagne rapidement son intimité. Le bilan est catastrophique. Entre 1490 et 1650 morts, certains corps ne seront jamais retrouvés. Le naufrage du Titanic est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. Si Dorothy, une fois chez elle, croit pouvoir se reposer, c'est malheureusement tout le contraire. À peine rentrée, le 20 avril, 5 jours après la catastrophe, les studios Éclair l'appellent. Dorothy doit venir au studio pour aider à écrire le scénario de Saved from the Titanic, le premier film qui racontera à la fois l'histoire du naufrage et le propre récit de Dorothy. En quelques heures, le court-métrage de 10 minutes est écrit, le lendemain, le tournage débute. Ce sera un enfer pour Dorothy qui doit revivre le drame moins d'une semaine après. On la plonge dans de l'eau glacée à travers des figurants qui crient et s'agitent. La jeune femme de 22 ans fera plusieurs crises de panique et de nerfs pendant le tournage qui dure 13 jours. 13 jours horribles où Dorothy est obligée d'être au milieu d'une mise en scène trop réelle pour elle. Le 16 mai 1912, 31 jours après la tragédie, Save from the Titanic sort en salle. C'est un succès monstre. La publicité autour du film est immense. On met de l'avant que Dorothy Gibson, jeune starlette du cinéma comique et vedette du film, est elle-même une rescapée du Titanic. En 1914, le premier film racontant ce drame historique brûle dans l'incendie des studios Éclair. En 2023, aucune copie du film existe, possiblement perdue à jamais. Malheureusement pour Dorothy, la vie lui réserve autre chose, tout aussi tragique. Après le tournage très difficile et traumatisant de Save from the Titanic, Dorothy va prendre certaines distances avec le cinéma. Au départ, elle veut se reposer. Mais cette pause de cinéma va devenir une retraite qui sera jamais annoncée officiellement. Dorothy ne retournera plus jamais à l'écran. Elle va vivre dans le plus grand des calmes, loin des médias et la vie agitée des plateaux de tournage. En 1923, Dorothy et sa mère retournent en Europe pour y vivre. Les deux femmes vont partager leur temps entre Paris et l'Italie. En Italie, elles aiment beaucoup et passent la grande partie de leur temps à Florence. Au cours des années 30, elles vont souvent mentionner dans des lettres leur désir de retourner en Amérique, mais le traumatisme est trop grand. Elles ne veulent pas refaire le voyage par bateau et les avions ne sont pas encore un moyen de transport très populaire.
Dans les années 30, selon plusieurs sources, la santé mentale de Dorothy décline. Elle aurait de la misère à dormir, constamment hantée par les cris de mort du Titanic. Elle revivrait constamment le drame, ce qui affecte toute sa vie. Dorothy et sa mère sont témoins aussi de la montée terrifiante du nazisme en Allemagne. Les journaux commencent à parler de Hitler et d'un possible nouveau conflit en Europe puis à la grandeur du monde. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les deux femmes sont à Florence, en Italie. Là ici, rien de sûr, mais plusieurs sources indiquent que la mère de Dorothy était reliée au parti nazi et entretenait des relations avec plusieurs membres importants. Dorothy, on ne sait malheureusement pas si elle aussi était du parti nazi ou si elle profitait simplement de la situation et des relations de sa mère pour se garder à l'abri. Tout est assez flou, jusqu'en 1944 du moins. Avant l'été 44, Dorothy, toujours en Italie, va être arrêtée pour être une anti-nazie et est emmenée à la prison de San Vittore, l'un des quelques camps de concentration nazis placés en Italie. À San Vittore, Dorothy va vivre ce qu'elle décrit comme l'enfer sur Terre. Elle y est affamée, humiliée, battue, affaiblie et tout ce que les camps de concentration impliquent. Elle est témoin d'exécutions cruelles, des images qui s'ajoutent au traumatisme du Titanic. Après des mois d'horreur, un infiltré allié, Ugo Luca Osterio, aide Dorothy et quelques autres prisonniers à s'enfuir de ce camp de l'horreur. Dorothy regagne sa vie tranquille à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Le 17 février 1946, à 56 ans, Dorothy Gibson décède à Paris d'une crise cardiaque. Sa mère survivra à sa fille encore 15 ans. Pendant ce temps, elle va créer une légende peut-être fausse, comme quoi que sa fille a été assassinée par les Alliés. La vieille femme explique que sa fille était une fière nazie. Nous ne saurons jamais de quel côté était Dorothy Gibson. Était-elle une nazie? La vie de Dorothy Gibson a connu deux des plus grandes tragédies et drames du 20e siècle. Un destin hors du commun. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.